messieurs, bonjour et bienvenue sur En toute sincérité, la nouvelle émission qui décrypte le quotidien en toute sincérité. Aujourd'hui, nous abordons un thème, 40 ans, le déclic, l'âge où ça sonne, l'âge où la cloche nous interpelle, l'âge où on se pose beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, avec notre panel bien coloré, ces belles dames, nous allons pour vous décrypter toutes ces questions qui vous trottent dans la tête à 40 ans. C'est tout de suite après le jingle. De retour sur notre plateau, nous allons vous présenter ces charmantes dames avant de vous dérouler le contenu de ce plateau. Alors, nous commençons par Madame Olive Fokam, qui est une spécialiste en IT et étudiante en anthropologie. Alors, bonjour Olive. Bonjour Première. Et bienvenue sur le plateau de En toute sincérité. Merci. Nous recevons également Gaëlle Kouéché, mentor et coach. Merci. Bonjour Gaëlle et bienvenue. Merci, le plaisir. Maman de 4 enfants. Oui, Épouse. Épouse comblée. Une belle femme. Oh, ça ne me parle pas. Quelqu'un qui me dit souvent ça, il dit souvent. Ah, mais oui. Alors, les hommes, faites des compliments un peu plus souvent. Ah ok? oui, en toute sincérité. Voilà. Ensuite, nous avons Ghislaine Camonier, chef d'entreprise, Bien sûr. maman célibataire. Voilà. Alors, Ghislaine est à la tête de Hope Event, une entreprise qui fait dans les événements de luxe. Ghislaine, bienvenue sur le plateau de En toute sincérité. Merci Planière. Nous allons terminer avec Nathalie Essommet, communicatrice de formation et cofondatrice de l'agence de communication Customer Sense. Customer Sense. Bienvenue Nathalie. Merci. Nathalie est maman, solo aussi. Oui, D'un petit garçon. Petit garçon. Ok. Alors, le plateau étant ainsi planté, nous commençons par le sous-thème les blessures intérieures qu'Olive va nous dérouler ici, accompagnée de notre charmante panel. Alors Olive, les blessures intérieures, c'est quoi réellement? Les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes, n'est-ce pas, qui ont été causées par le passé, peut-être même dans le présent, par un certain nombre d'événements et qui affectent notre quotidien, qui affectent nos relations de façon consciente ou inconsciente. Et à 40 ans, ça ressort véritablement. Vous savez, quand on a 30 ans, ou bien quand on approche la trentaine, la seule préoccupation dans notre socioculture, c'est il faut que je me marie. Ça, c'est très important. Il faut absolument que je me marie. On n'a que ça dans la tête. Et une fois que ça arrive, quand c'est le cas, c'est les enfants, on s'occupe des enfants, du mari. Et après, maintenant, quand on va vers 47, vers 37, je veux dire, on se dit, waouh, je vais à 40 ans. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Il y a des questions qui commencent à venir et lorsqu'on a des blessures intérieures, d'ailleurs, il est prouvé que la plupart des personnes ont des blessures intérieures, mais ne le savent pas forcément. Donc, comme je le disais, lorsqu'on approche dans la quarantaine, lorsqu'on est blessé et qu'on n'a pas encore été guéri de ces blessures, ça fait un peu comme des démons qui se réveillent et qui te posent la question de savoir où vas-tu? Donc, c'est un peu ça, si je peux dire grosso modo, c'est que Alors madame, est-ce que vous vous sentez concernée? Est-ce que quelqu'une parmi vous, sans avoir des blessures intérieures qu'il a traînées depuis la jeune enfance, qu'il n'a pas su traiter, qu'il n'a même pas identifié? Ah oui, tout à l'heure, elle a dit que les blessures peuvent être inconscientes. Et à 40 ans, le déclic se fait parce qu'on se heurte souvent à certaines barrières. Ça peut être des barrières physiques, parce que dans l'adolescence, peut-être on a eu de l'acné, peut-être on était rondelet, peut-être on n'avait pas la bonne taille. Et puis on s'est dit qu'on a traversé ça, mais quand on arrive à 40 ans, c'est des mots, ça c'est. Et ils demandent leur part du gâteau, et je pense que c'est l'objet de notre assise aujourd'hui. Et j'aimerais bien savoir comment elle a fait, quel a été son cheminement, qu'elle continue. Je pense que pour ma part, je me suis vraiment sentie concernée. Alors Olive, les blessures intérieures. Dans notre société où on sait que les psychologues ne sont pas bien connus,
nous savons que tout ce qui est blessure, tout ce qui touche le psychique, ça ressort de leur expertise. Alors, comment détecter les blessures et surtout comment les traiter? Vous savez, les blessures intérieures, les détecter, en fait, lorsque vous êtes blessé, vous êtes mal à l'aise. Vous vous sentez dans la peau de quelqu'un d'autre. Vous vivez pour les autres. Vous êtes influencé parce que ça se manifeste de différentes façons. Ça va affecter vos choix, vos décisions, les personnes que vous allez fréquenter. Et ça va même influencer votre choix de carrière. Moi, par exemple, j'ai fait de l'informatique parce que tout le monde faisait l'informatique. À l'époque, c'était le métier de l'heure, donc il fallait le faire. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'ai pas de la passion pour ça. Je n'aime pas ça. Et j'ai pris mon courage à deux mains, mais ça n'a pas été facile. Parce que j'ai eu, je peux dire, la grâce d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont aidé à toucher du doigt mes blessures, mes manquements, mes tares. Et ça m'a aidé à fermer cette porte-là et à ouvrir une autre. Ce déclic est arrivé à 40 ans. Pas à 40 ans, un peu avant 40 ans. Comme je vous le disais tantôt, quand on est à 35, ça va encore à 36, on te demande, c'est un peu chaud. Et ça, comme je disais, en tant que femme mariée, ça affecte votre relation dans la mesure où vous attendez beaucoup de l'autre. Qu'il soit quelqu'un de bien ou pas, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes blessé. Vos blessures vous empêchent de voir le bien dans l'autre. Vos blessures vous empêchent de voir l'effort que l'autre fait pour vous. Vos blessures vous minent tellement que vous voyez, je peux dire ainsi, vous dessinez le diable partout. Donc c'est un peu ça ce quotidien-là. Et je voudrais aussi dire qu'une femme d'entreprise, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a même réussi professionnellement, peut être blessé intérieurement. Quelqu'un, une mère de famille qui, a priori, est heureuse, peut être blessée intérieurement. Et parfois, on le voit sur les enfants, parce qu'elle a transmis cela sur les enfants quand elle n'a pas été guérie. Moi, j'ai une question. Je me dis, elle a parlé quelque chose qui m'a bien touchée. Elle a parlé de l'acné. Et elle disait que parfois, ça peut développer une certaine barrière. Et puis, je me disais, est-ce que parfois, l'impression que moi j'ai souvent, c'est que quand on fait face à ces blessures, ça fait encore plus mal que quand on s'était fait cette carapace. Est-ce que finalement, parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on a des blessures et on forge un mur pour se protéger de tout ce qui vient de l'extérieur. Et après, on se trouve dans une petite case qui peut paraître confortable. Qui peut paraître confortable. Notre pot de sécurité pour ne pas affronter l'extérieur. Oui, parce qu'elle a parlé de l'acné et je me suis sentie concernée. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand je voulais sortir, je ne voulais même pas me mirer. Et j'aimais plutôt regarder d'autres personnes. J'avais l'impression de me voir à travers ces personnes-là. Et je me sentais bien. Mais maintenant, quand tu dois faire face à ta réalité, est-ce que ça ne fait pas plus mal? Ça fait plus mal, c'est vrai, mais c'est important, c'est nécessaire, c'est capital, vous n'avez pas le choix. Il faut briser la glace à un moment. Il faut accoucher. Oui, il faut accoucher. Voilà. C'est un très bon exemple. C'est les contractions. Il faut accoucher. On ne peut pas guérir sans affronter ce fait-là, sans affronter notre blessure, sans affronter la cause de nos blessures. Et dans les différentes sociocultures à travers le monde, il y a des mécanismes qui aident. Ça, c'était par le passé, mais la société d'aujourd'hui, vous savez, ça va dans tous les sens. Je crois que nous tenons des Indiens, ils ont ce qu'ils appellent le Healing Circle, qui est comme un cercle de guérison ou une cure d'âme, où vous avez des personnes aguerries, matures, mieux, avec qui vous échangez sur les blessures que vous avez eues. Et lorsqu'on est marié, il faudrait commencer avec le conjoint, pouvoir le faire, c'est le premier pas. Pouvoir parler de ces blessures, une fois qu'on a compris
qu'on est blessé. Est-ce qu'on ne court pas le risque de se faire juger si on en parle? Parce que généralement, si on n'en parle pas, c'est qu'on a peur du jugement de l'autre. D'où le besoin de voir un psychologue qui est censé être quelqu'un de neutre, un spécialiste, et qui saura vous écouter sans vous juger. Si on n'a pas accès à un psychologue, quelle est la solution la plus facile pour pouvoir en guérir? Comment se lancer, comment prendre ce courage-là pour en parler, pour parler de ces blessures-là sans sentir qu'on est jugé? Il y a toujours, déjà je voudrais dire, celui qui vous juge par rapport à vos blessures est lui-même blessé. Il faut déjà le savoir. La personne qui se moque de vos blessures, sachez-le, est peut-être plus blessée que vous. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas la culture des psychologues, mais si vous l'écoutez, il y a une voix de sagesse toujours autour de vous. Cette voix qui vous dit toujours la vérité. Cette voix qui n'a pas peur de vous présenter tel que vous êtes, malgré votre caractère, malgré votre personnalité. Et cette voix parfois peut être votre mère, ça peut être un parent, une tante, un oncle, ça peut être votre guide spirituel. Donc, vous ne pouvez pas guérir seul. Vous ne pouvez pas guérir seul, ce n'est pas possible. Vous avez besoin d'aide, il faut reconnaître que vous avez besoin d'aide et laisser quelqu'un d'autre toucher du doigt votre blessure. Vous ne pouvez pas entrer dans votre chambre et dire que bon, je suis blessée, je me mets devant le miroir et puis je dis bon, il faut que je gère ça. Voilà, je vais guérir le sang de ce corps. Nous retenons des blessures intérieures qu'il faut en parler pour guérir. Oui. Ceci nous amène vers Gaëlle Pochet qui va nous parler du développement personnel et du leadership. Ces blessures parfois nous font perdre notre estime de soi. Alors Gaëlle, comment est-ce que le développement personnel et le leadership à 40 ans nous aident à nous accomplir, à nous affirmer, à nous sentir bien? Ok, merci de me passer la parole. Je ne sais pas si je vais dire sermon, son discours, je ne sais pas comment appeler, ça a touché, je pense, les blessures profondes des uns et des autres. Et ma thématique rentre dans le comment faire pour être guéri de ces blessures. Et l'une des premières choses pour être guéri de ces blessures qu'on apprend dans le leadership c'est quoi? Pour les personnes peut-être qui ne savent pas, un leader c'est quelqu'un qui guide les autres, c'est quelqu'un qui oriente, c'est quelqu'un qui est un référent, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est comme un berger, c'est comme un mentor, c'est comme un aîné. Et à un moment donné, comme elle a dit, on ne peut pas guérir seul. On a besoin des personnes autorisées, on a besoin des voix autorisées qui peuvent nous porter, qui peuvent nous comprendre, qui peuvent nous aider à toucher du doigt ce qui ne va pas. Parce que souvent, il faut le dire, le moi se protège beaucoup. On a un ego qui... C'est une protection, ce n'est pas souvent malsain, comme la dame a dit. Ça nous permet souvent de survivre. Ça nous permet d'avoir un semblant de dignité devant se forge un bouclier pour se protéger. Voilà. Et à 40 ans, donc, c'est plus possible. Parce qu'on a passé l'âge des tapettes, on a passé l'âge de... On est maintenant dans la réalité, on est adulte maintenant, tous les sens sont posés. Et c'est là où on doit se dire, qui suis-je? Parce que l'un des premiers cours en leadership, c'est qui suis-je? Et tout à l'heure, dans les échanges, on a parlé de miroir. Et il faut prendre le miroir et avoir le courage de se regarder sans phare et de dire mon nez est comme ça, mes yeux sont comme ça. Et surtout de l'accepter. Et d'accepter ça parce que souvent, il faut le dire, on n'accepte pas ce que la nature ou l'univers nous a imposé. Je ne sais pas si c'est difficile de trouver quelqu'un qui s'accepte de la pointe des pieds à la racine des cheveux. On a toujours besoin de camoufler quelque chose. On veut toujours ce que l'autre a est toujours plus beau. Et j'aime bien il y a une coach sur Facebook qui a dit, quand elle a commencé à poster, elle avait un point de beauté, mais pas les points de beauté noirs. Donc des points de beauté qui sont comme un bouton. Et ces haters, ces détracteurs avaient l'habitude tout le temps de dire le furoncle là ne finit pas. Oh, le bouton là, il faut percer ça. Et elle dit, ce n'est pas les moyens qui manquent. Elle a assez d'argent. Mais elle s'est dit, je ne l'enlève pas, je vais l'assumer. C'est mon identité.
C'est par ça qu'on me reconnaît. Je vais l'embellir, ce point, je ne l'enlève pas. Alors elle le montrait à tout va et tout. À un moment donné, tellement elle s'assumait qu'elle ça devenait beau. Parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Celui qui vous juge est le plus blessé. Et il vous juge quand il sait que vous ne vous assumez pas. Mais quand vous vous assumez, ça devient beau. Regardez tous les leaders qui avaient des handicaps. Parce qu'ils se sont assumés, on trouve déjà leurs handicaps comme des forces. Donc moi je pense qu'en leadership, en mentoring, la première classe, c'est la confiance en soi. Même si vous allez faire la chirurgie esthétique demain, parce qu'on peut corriger un défaut. Peut-être tu n'as pas du sein, tu dis je veux une poitrine plus développée. Mais si tu n'assumes pas qu'au départ, tu es la personne qui n'a pas de sein, même si tu as un XXXL, le jour où on te rappelle que tu n'avais que 2 cailloux, tu pleures. Pourtant, tu t'es refaite. Hein? Donc, à ceux qui m'écoutent, je veux dire, acceptez-vous. Vous avez 3 cheveux, acceptez vos 3 cheveux. Et c'est bizarre ce que la mode est. Quand vous regardez même les coiffures maintenant, les femmes font des coiffures qui rasent là. Hein? Parce qu'on a fait qu'on appelle ça le mon vieux. Donc, quelqu'un a réussi à s'asseoir et à se dire, je vais surmonter mon vieux comment. Il a créé une coiffure. Les femmes qui ont même les cheveux se rasent là. Vous voyez, pour dire, il n'y a rien de moi. Il n'y a rien qui est honteux. Tu peux récupérer, tu peux vendre ta faiblesse et ça devient un effet de mode. Donc pour moi, comme je le disais, la base du leadership, c'est la confiance en soi. Et ça ne va pas seulement au niveau du physique, mais au niveau des talents. Je peux être, elle a parlé de l'informatique, je peux aimer la cuisine, je peux être un bon cuisinier. Mais dans ma famille, il y a des intellectuels, on ne doit pas se moquer de moi. Parce qu'il y a des grands maîtres d'hôtel partout. Donc, à 40 ans, si j'aime les poupées et que je veux dessiner des poupées, je les dessine. Et je les dessine tellement bien que je dois être le leader dans mon domaine et que je peux inspirer un enfant qui avait honte de cette passion et qui dit, mais maman, tata, tu as réalisé, cette femme, je veux lui ressembler. On a trop de modèles standards. La bureaucratie, ceci, c'est un appel pour dire on est différent, Dieu nous a créés différents et que chacun explose quoi, dans sa différence. Alors Gaëlle, j'ai envie de demander, en termes de leadership dans le couple, dans le foyer, dans la famille, une femme à 40 ans, quels sont les signes de son leadership? Est-ce que par exemple, un mariage réussi est une preuve d'un bon leadership de la femme? Oui, parce que sous certains cieux, dans certaines doctrines, on dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme, c'est le ministre intérieur. Ça veut dire qu'une femme qui a réussi à mentoriser, je ne sais pas si on dit mentoriser, je ne sais pas quoi dire, à cocher. Parce que même les hommes ont besoin de ça, à leader son mari. Mais son mari se sent roi. Pourtant, il manipule. Hein? Pourtant, c'est des lois, c'est des principes. Donc, une femme, il ne suffit pas de porter la robe, de faire des enfants. Parce qu'il y a les cheese à dire. Alors, Gisèle, vous qui êtes chef d'entreprise, est-ce que cette casquette de chef d'entreprise, de boss lady, ne vous éloigne pas un peu des hommes? Est-ce que les hommes ne se sentent pas un peu en minorité en face de vous parce que vous êtes chef d'entreprise? Oui, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait beaucoup qui soient complexés, qui se disent que le standard est trop élevé, donc moi je ne veux pas m'aventurer dans quelque chose de très compliqué. Il y en a des courageux qui quand même se disent que moi j'aime ce qui est difficile, j'aime ce qui briser la glace. Voilà, j'aime frapper fort et puis bon, ils ne se gênent pas. Donc on a du tout, il y a des gigolos, voilà, donc il y a du tout. Mais en général, effectivement, quand tu as un certain titre professionnel, ça fait un grand tri. Un tri naturel. Oui, un tri naturel. À 40 ans, on est en plein dans le leadership. À 40 ans, on essaye de s'affirmer. À 40 ans, on sort, construit des échecs, des blessures. Ce qui nous amène à parler des relations toxiques avec Ghislaine, qui va essayer de nous expliquer comment est-ce qu'une jeune femme de 40 ans peut ressortir la tête haute d'une relation toxique. Ghislaine, c'est quoi une relation toxique? Généralement, pour définir ça très simplement, c'est une relation qui mène. Parce qu'en général, les relations humaines, on est censé se porter. C'est-à-dire, c'est un peu, je vois ça comme un relais en général, ou bien comme une échelle. C'est-à-dire qu'une relation doit te permettre d'aller plus haut. Donc, si tu as une relation déjà qui te mine, ou bien qui te pousse vers le bas,
Ça veut dire que c'est une relation toxique. Moi, c'est comme ça que je décrirais ça tout simplement. Alors, les dames, est-ce que l'une de vous a vécu une relation toxique? Jusqu'à. On invite le feu. Jusqu'à. Mais le déclic, on est en train de mettre. Le déclic permet de tout résoudre. Hein? Tout à fait. Gisèle, comment est-ce qu'on détecte une relation toxique? Qu'est-ce qui crée le déclic? Qu'est-ce qui nous amène à savoir qu'on est dans une relation toxique? Parce qu'on sait que l'amour rend aveugle. Et que parfois, quand on aime, que ce soit un amour charnel ou même en amitié, on se fait abuser sans s'en rendre compte. Parce qu'on s'y donne complètement. À quel moment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans une relation toxique? 40 ans, c'est le bon âge. Non, parce qu'elle a dit quelque chose qui était bien. Avant ça, tu es dans un esprit d'euphorie, tu es la passion, tu vois tout en rose. Tu vois tout en rose, tout est bien. À l'approche, tu commences à te dire, je ne sais pas si c'est la vie qui a fait des choses comme ça, mais c'est comme si à ce moment-là, je veux dire, les choses commencent à se compliquer. Et quand les choses commencent à se compliquer, les personnes commencent à se retirer. Et puis tu te rends compte en fait que tu avais des relations qui n'étaient pas si fortes que ça. Oui, qui étaient très éphémères. Donc moi je pense que le premier signe pour revenir à ta question, c'est que tu commences à ressentir un vide. Tu te sens malheureux. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le bonheur t'échappe. Parce que normalement, quand tu es dans une bonne relation, vraiment dans tous les sens, hein, ça peut être un bon partenaire de travail, ça peut être des bons parents, ça peut être un bon époux, ça peut être une bonne amie. En général, dans cette relation-là, tu es censé être épanoui. Dès que l'épanouissement manque, dès que le bonheur manque, il y a un problème. Et un autre truc, c'est il faut un peu voir qui porte la relation. Parce que quand tu as l'impression que c'est toi qui portes toute une relation, le poids de la relation est sur tes épaules, c'est que la relation n'est pas bien pour toi. Parce que vous êtes censé porter la relation à deux. Vous êtes censé deux pour porter une relation, quelqu'un amicale, amoureuse ou bien même partenaire de travail. Vous êtes deux pour faire ça. Donc si tu la fais déjà seul, c'est un signe. Arrête-toi. Tu commences à te poser les bonnes questions. Alors, une relation toxique, est-ce qu'un leader, est-ce que dans le développement personnel, la relation toxique peut nous faire perdre notre estime de soi? Gisèle l'a dit, ça peut détruire une vie complètement. Gaëlle, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'en leadership, on peut aider quelqu'un à regagner sa confiance après sortir d'une relation toxique? Merci. Ça rentre toujours dans la connaissance de soi. Les lions marchent avec les lions, les éléphants marchent avec les éléphants. Mais quand vous ne vous connaissez pas, vous allez être une souris qui marche avec les éléphants et ils vont vous piétiner tous les jours. Et vous allez dire, je suis mal, je suis avec eux, mais ils vont te blesser tout le temps. Mais les éléphants ne se blessent pas entre eux. Ils s'affrontent d'égal en égal. Donc la première des choses, c'est de savoir qui on est. Et de dire, me voici, je suis telle personne et j'ai besoin d'attirer dans ma vie des personnes qui parlent le même langage que moi, des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, des personnes qui vouent un culte à ce en quoi je voue un culte. Parce que si vous êtes propre, par exemple, et vous avez quelqu'un qui est sale, c'est la guerre à la maison. C'est aussi simple que ça, c'est ça, non? Parce que les chaussettes partout, c'est aussi simple que ça. Tu dis, je suis propre, il faut un mari rangé, Seigneur de grâce. Sinon, on le connaît les vrais problèmes. On aura les problèmes que tes chaussures n'ont pas une bonne odeur. C'est aussi simple que ça. C'était juste pour donner un exemple. Donc, c'est un peu ça. Tout à fait. Et je pense aussi que pour enchérir. J'aimerais que la jolie dame aussi parle. Justement, c'est par rapport à son thème que je voudrais enchérir en disant c'est dès l'enfance que l'estime de soi se bâtit, que la confiance en soi se construit. Parce que quand vous essayez de construire la confiance en soi, votre estime de soi une fois adulte, c'est difficile. C'est vraiment plus difficile. C'est vraiment compliqué. Et oui. Voilà, je vais surenchérir en disant, pour nos petits-enfants, il faut apprendre à les apprécier. Il faut leur dire des mots positifs tous les jours. Et quand bien même ils commettent des bêtises, il ne faut pas leur lancer des insultes. Non. Il faut leur expliquer tout doucement et vraiment utiliser des mots qui ne les rabaissent pas. Parce que si un enfant a l'habitude...
si un enfant a l'habitude de, je vais dire quoi, Tu peux l'insulter. on peut lui dire... Le président. Ça aussi, c'est très bien. Dire à un enfant, imbécile, ou alors tu m'énerves, genre, tu es un idiot, tu ressembles à ton père, tu as les mauvais pieds de ton père. L'enfant va se dire, en fait, il va intégrer ça, il va se dire, effectivement, je suis ce qu'on dit, ce que ma mère dit. Et ce que les parents disent, c'est comme une loi, c'est une parole d'évangile pour un enfant. Vous voyez. Moi, par exemple, je reviens à moi, tout enfant, je me rappelle toujours des événements. Quand j'étais toute petite, on me disait toujours, tu es très ronde, tu es bouboule, on m'a donné tous les termes. Et puis, je me rappelle que c'est ma mère qui, elle ne me disait pas ce genre de mots. Mais elle m'encourageait même à manger. Elle me disait, ma petite fille, moi je sais qu'elle mange beaucoup. Alors viens, tu t'assois, tu manges plus. Et c'est chez elle que je me suis toujours vue normale. Mais face aux autres, je me suis trouvée tellement énorme. Mais il y avait quand même certaines personnes qui me disaient, mais non, tu n'es pas grosse, tu es normale. Tu vois. Mais c'est à un âge, c'est à cet âge-ci, proche de 40 ans, que j'ai pris confiance en moi et que toujours je me rappelle de ce que ma mère me disait. Mange, tu es normal. Elle ne m'a jamais jugée. Donc, pour vous dire que les paroles des parents, des aînés, veillez sur les paroles des gens. Vous veillez sur vos paroles, vous veillez sur les paroles des gens qui sont dans l'environnement immédiat de vos enfants, vous veillez sur les paroles de leurs professeurs et tout, pour que cet enfant ait une confiance en lui et pour minimiser les blessures également qui peuvent apparaître. Tout à fait. Et donc ça nous ramène un peu au sujet dont Olive avait parlé tout à l'heure, qui d'ailleurs globalise un peu tous les sous-thèmes dont on a parlé, des blessures aux relations toxiques. Et surtout, le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'à 40 ans, on lève la tête, on sort de tous ces traumatismes-là, gagnant, souriant, belle femme, belle épouse, belle chef d'entreprise, et qu'on puisse être fier de qui on est surtout. Moi, je pense pour dire ça, parlant des relations toxiques, la première des choses que moi je dirais d'abord, c'est d'accepter d'abord qu'on est dans une relation toxique. Premier médicament, accepter d'abord que là, on est dans une relation toxique, reconnaître la relation toxique. Et maintenant qu'on l'a fait, c'est bien aussi d'avoir les avis des autres. Parce qu'en général, tout le monde sait ce que vous ne savez pas. C'est ça. C'est du genre, quand tu vas demander, qu'est-ce que tu penses? Je savais, mais je ne voulais pas te dire. Donc, généralement, tout. Par rapport, il y a un adage qui dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Donc, c'est exactement ça. Généralement, les gens savent. Il faut avoir le courage d'aller demander quand vous commencez à vous sentir malheureux. Parce que pour parler du mariage, vous êtes censé être heureux. Ça ne veut pas dire que le mariage, c'est un rêve. Ça veut juste dire que vous êtes censé, parce que vous êtes deux maintenant à mener une bataille qui est la vie. Et vous devez être, ça doit être plus solide. Vous ne devez pas avoir l'impression maintenant de mener une bataille avec la vie et votre mari. Oui. Donc, en général, quand vous constatez déjà des choses comme ça, allez vers les autres, demandez qu'est-ce que vous pensez de ma relation et tout ça. Et surtout, ayez le courage de quitter une relation. C'est ça qui nous dérange. Ah oui, ça. Dans notre concept. C'est le plus difficile. On dira donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si tu es échoué, tu recommences. C'est très important. On va rire. C'est vrai, 10 ans, on va dire que ouais, on va gâcher. Tu dis mieux. Parce que mieux vaut être seul que d'être malade. Mieux vaut tu aimes le serpent que tu connais. C'est ça, mieux vaut le banquier que tu connais. Le serpent, là, tu le mets, tu que tous les hommes sont mauvais. Il y a des trucs, des adages, tous les hommes sont mauvais. Il n'y a rien dehors. Est-ce que tu crois que moi-même ton père m'a laissé? C'est-à-dire, il faut sortir de ce genre de préjugés et avoir le courage de s'élever et de dire j'abandonne. Ce qui nous amène à parler avec Nathalie du sujet sur l'éducation des enfants, ce qui semble être fondamental à notre devenir. Nous sommes ce que nous sommes à 40 ans parce que nous avons été quelque chose dans l'enfance. Alors Nathalie, l'éducation des enfants à 40 ans, quelle est la perception du parent à cet âge-là? Ok. En tant que maman solo, à cet âge, on ne se précipite plus à penser mariage, on ne culpabilise plus sur le fait qu'on n'est pas un papa, donner un papa à notre enfant, à nos enfants. À cet âge, on a des priorités et nos priorités, c'est l'éducation de nos enfants, c'est investir pour qu'ils puissent être des grands hommes, qu'ils puissent être des personnes très épanouies
qui acceptent que, bon voilà, je n'ai pas eu de père présent, mais j'ai eu des exemples autour de moi qui m'ont enseigné à être ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu une maman forte qui a été un père et une mère pour moi, vous voyez. Donc c'est à peu près à cet âge-ci, on prend conscience que, en fait, on ne peut pas toujours être dans les clichés de la normalité. Vous voyez un peu. Voilà, C'est le standard que la société nous a fixé. Voilà. Mais moi j'ai une question. Et maintenant, en tant que parent solo, vous faites comment pour combler ce vide? C'est-à-dire pour combler le fait qu'il n'y a pas un papa, surtout que les familles standards, c'est père et mère, et que l'enfant en bas âge, il voit ce dessin-là, il a tendance toujours à demander pourquoi moi j'ai pas un papa, ou bien pourquoi j'ai pas une maman. Donc, comment on fait pour combler ça? Comment faire? On demande de l'aide. On n'a pas honte. Parce que la société pose un regard défavorable, stigmatisant sur les mères célibataires. On se dit, eh bien, si elle a accouché, elle est seule, elle a élevé son enfant, ça veut dire qu'elle n'a pas su gérer le père, ou alors elle a dû faire quelque chose qui fait en sorte que, voilà, c'est le problème, elle a dû faire quelque chose qui fait en sorte qu'on l'abandonne, par exemple, ou bien vous voyez un peu. Donc, il faut, lorsqu'on se sent acculé, dépassé, parce que ça m'est déjà arrivé, je parle d'expérience, il m'est arrivé de pleurer, d'aller m'enfermer dans ma chambre et de pleurer lorsque j'ai eu la sensation de ne pas pouvoir maîtriser mon enfant, de ne pas savoir quoi lui dire. Vous voyez ces petits-enfants-là, ils ont souvent des personnalités manipulatrices. Et puis je me regarde, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que s'il avait eu un papa présent, il aurait été différent. Vous voyez un peu. Et quand on en arrive là, on demande de l'aide. On identifie dans notre environnement proche, dans notre famille, ça peut être une figure paternelle, une personne qui a des valeurs, qui est responsable, dont on sent que non, celui-là, il peut être un modèle pour notre enfant. Pareil également pour les femmes, vous voyez. On suit notre enfant, on va vers le professeur, les maîtres et tout, pour essayer un peu de... On demande de l'aide, parce qu'on va se dire, il est au milieu d'enfants qui ont des pères et des mères. Il faudrait que les professeurs soient regardants sur que l'enfant ne reçoive pas des mots frustrants. Vous voyez un peu. Donc on collabore, c'est une forme de collaboration, tout simplement. Voilà. C'est une collaboration. Un parent solo, c'est un parent très fort. Vraiment chapeau aux mamans solo. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais j'ai une question. Je voudrais savoir, est-ce que s'il arrive, parce qu'on peut être maman solo, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui se présente, qui va entrer dans la vie de la maman, comment on gère l'enfant en ce moment? Comment est-ce qu'on fait? À quel moment est-ce qu'il faut lui en parler d'ailleurs? Et comment? Ok. Je dirais d'abord que le préalable, avant tout, c'est lorsque vous êtes avec votre enfant, c'est de ne pas avoir des paroles défavorables envers son père ou sa mère qui ne serait pas présente. Vous voyez un peu. Première chose, pour ne pas casser l'idée de ce que peut être un père dans son esprit d'enfant. Parce qu'il y a des mamans ici. Oh, ton père est un salaud, il m'a abandonné, un bandit comme ça, là, il est méchant, il me donne quoi? Vous voyez un peu vraiment les mamans. Lorsque vous donnez ce genre de parole à un enfant, dans sa tête, l'image du père est totalement faussée. Maintenant, quand vous arrivez à rencontrer quelqu'un et vous voulez que votre enfant le connaisse et l'accepte, mais dans sa tête, l'enfant dit, mais être papa, les papas sont méchants. Celui-là, il va donc venir seulement confirmer la règle que ma mère m'a déjà enseignée. Donc, première chose, avoir toujours également des paroles positives. Sinon, être vrai avec l'enfant. Lui dire, ton papa est bien, c'est quelqu'un... donner des paroles favorables, vous voyez, de telle sorte que lorsque vous voulez refaire votre vie, il saura que non, ce monsieur ou cette dame, voilà, c'est quelqu'un, ce monsieur c'est une personne qui est comme un soleil, c'est un nouveau papa en remplacement de celui qui n'est pas là. Et pour aller dans son fond, imaginez que vous êtes dans un dilemme où il y a un bel homme qui vient vers vous, Choco et tout. et tout ça, et il ne veut pas l'enfant. Mais vous voulez le gars.
ça. On fait comment? On donne l'enfant à la mère parce que C'est un bon dilemme, hein? Est-ce qu'on donne l'enfant à la mère? Est-ce qu'on va claquer la porte à cette relation qui peut être une relation future, qui peut vraiment aboutir sur quelque chose de solide? Comment faire face à ce dilemme? Je pense que vous l'avez dit, vous avez dit qu'une relation c'est 50-50. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, en principe, cette personne doit vous aider à porter votre charge. Vous voyez un peu. Donc, vous rencontrez une personne qui vous aime, qui vous accepte, qui veut de vous, pas seulement que vous voulez de la personne, hein, non. Vous devez vouloir l'un de l'autre mutuellement. Et bien, cette personne va vouloir tout de vous. Il va vouloir votre background, vos faiblesses, vos défauts et votre passé. Votre passé. Et c'est aussi 5 enfants parce que c'est même. Mais il y a des exemples. Il y a des exemples autour de nous. Un monsieur s'aventure à épouser une dame qui a 4 enfants de 4 pères différents. Non, mais au quartier, les gens s'allient pour le saluer. C'est pas tu es courageux, mais il a compris le problème de cette dame. Mais Olive, il peut y avoir la situation où c'est l'enfant qui rejette ce partenaire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à fait. Je pense que lorsque l'enfant rejette le partenaire, paradoxalement, c'est une bonne chose. C'est vrai, c'est une bonne chose parce que quand le partenaire vient et que c'est lisse, et que c'est et tout ça là, machin, mais vous ne le challengez pas. Parce que c'est quand, si c'est dans le mariage que l'enfant montre au partenaire qui n'est pas aussi facile que ça, vous pouvez être désagréablement surprise. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme « Oh, le gars, l'enfant si mature, tu as gâté ma vie » ou quelque chose. Non. C'est le moment de se poser et de s'observer mutuellement. C'est un sondage, quoi. Oui, l'enfant éprouve aussi l'autre. Et on voit comment est-ce qu'il réagit. Si ça vous dépasse, n'hésitez pas, comme elle a dit tantôt, à demander de l'aide. Et je pense que si vous sortez de cela victorieux, il y a très peu de choses qui vont vous dépasser une fois dans le mariage. Donc je pense qu'il faut même remercier L'enfant. Oui, l'enfant. Parce qu'il essaie de voir que tu dis que tu vas être papa. Pas de dire que ça c'est le démon de ton père. Oui. Qui est déjà sorti. Tu as même pas fait la semaine. 2 fois. Alors, c'est sur ces mots que nous allons faire cette pause pub et nous vous revenons avec 2 nouveaux invités qui vont nous parler de mariage, l'expérience 40 ans après et de réalisation professionnelle. Comment une femme accomplie à 40 ans, à quoi est-ce qu'elle ressemble? C'est tout de suite après la pause pub. Hope Events est une structure d'événements de luxe qui allie charme, raffinement, service VIP pour tous les événements marquants de vos vies. Dotée d'un personnel qualifié et expérimenté dans les conférences, congrès, forums, mariages, anniversaires, soirées à thème et bien d'autres. Hope Events vous accompagne en vous proposant des solutions innovantes et adaptées à votre type d'événement. Chez nous, être créatif n'est pas une option, mais une obligation. Réaliser votre rêve est notre priorité. Hope Events, rêver est votre droit, réaliser notre devoir. De retour sur notre plateau, en toute sincérité, nous recevons 2 nouveaux invités. Monsieur Christophe Chouameni, ancien fonctionnaire, plus de 40 ans de mariage. Bienvenue, Papa Christophe. Merci.
Madame Cathy Tuekam, auditeur externe, certifié en gestion de projet, chef comptable dans une ONG internationale de la place. Quelle belle carrière. Merci. Bienvenue Cathy. Avec eux, nous allons aborder les deux sous-thèmes. 40 ans le déclic, le mariage. 40 ans après avec Papa Christophe. Papa Christophe, à quoi ressemble le mariage 40 ans après? 40 ans après, ça dépend de quel côté on se trouve, n'est-ce pas? Mais je voulais dire que 40 ans après, c'est 40 ans de vie. Ça veut dire que j'ai pris une épouse, nous avons vécu pendant 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on ressent dans les 40 ans? Il y a de l'amour. Nous avons de l'amour. Nous avons fait des enfants, ce qui fait le bonheur de la famille. Bon, 40 ans après, il y a eu des petits débordements que nous avons cherché à recadrer. Et que d'un moment à l'autre, nous avons trouvé une petite solution. Et puis, dans nos 40 ans, tout n'a pas été beau. Il y a des côtés qui n'allaient pas, peut-être parce que la femme d'un moment à l'autre est empêchée par son travail et rentre tard, ou bien la femme, celle qui ne travaille pas, reste au quartier et faire ce que nous appelons tous le Congo, ça chez les femmes. Mais lorsque l'on réfléchit, l'homme et la femme, quand ils cherchent à se mettre ensemble, il faut cadrer. Madame, pourquoi ce changement subit? Parce que, ok, j'ai compris. Le dialogue alors. Il faut le dialogue, il faut le respect. Et il faut, oui, effectivement, mais le point essentiel, c'est le dialogue. Parce qu'un foyer sans dialogue, je vous assure, ça ne peut pas. C'est difficile. Il faut dialoguer. Il faut avoir confiance. Faites-vous confiance. Il y a la confiance, tout va aller. Il y a des mariages qui n'ont pas fait 10 ans, même pas 5 ans, mais ils sont devant les tribunaux. Mais pourquoi moi, 40 ans, je vais aller au tribunal avec... ou c'est mon épouse qui m'amène, ou c'est moi qui amène l'épouse, avec tout ce que nous avons comme Si on en arrive à 40 ans, évidemment que le dialogue est installé. Qui amène la date? On va avoir des déclics à 40 ans. Avec ça, parfois à 40 ans, le mariage devient encore même plus que sucre. Ça, c'est Donc, encourageant. je conseillerais aux gens vraiment de ne pas toujours chercher à rejeter la femme, même si c'est l'homme qui a raison. Faisons souvent semblant de dire que oui, on accepte, oui, j'ai tort. On passe. On pardonne. Oui, On pardon. accepte la faute qu'on n'a pas Faut commise accepter. pour que Oui, la oui. machine marche. Voilà. Des sacrifices à faire pour que ça Des marche. concessions. Et c'est ça la confiance, c'est ça le dialogue. Hein? Parce que lorsqu'on regarde ces enfants qui sont déjà majeurs, mais on est fiers, non? Avec les petits-enfants. Bon, parfois on a des petits-enfants déjà. Pour ceux qui sont un peu plus... vous voyez un peu ce que je veux dire. 40 ans de mariage après, c'est donc un setback et on observe toutes nos réalisations, on observe tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit ensemble, dans la confiance, dans le dialogue, dans le pardon. 40 ans, c'est ça. Le mariage est encore plus sucré à 40 ans. Cathy, Oui, tu as à combien 40 d'années de ans, mariage 40 ans là, 17 ans de mariage déjà. oui, je disais qu'à 40 ans, on s'assoit et on repense. Ouais. On revoit le début, jusqu'à ce que... Quand le chocolat était tout sucré, tout chaud. Et surtout le chocolat noir. Hein. À 40 ans, ça devient le chocolat noir. Ça va être au lait. C'est un autre chocolat. C'est une autre variante, c'est toujours le chocolat et c'est plus chic. C'est sur ces merveilleux conseils de Papa Christophe, 40 ans de mariage après, que nous invitons Cathy à nous parler de la réalisation professionnelle de la femme à 40 ans. Cathy, à 40 ans, une femme, comment est-ce qu'elle se réalise professionnellement? Comment elle est même d'ailleurs réalisée professionnellement à 40 ans?
Vous qui avez une si belle carrière, dites-nous. À 40 ans, donc on se réalise de différentes façons. On regarde ce qu'on est en train de faire comme travail actuellement et on se donne des satisfactions de se dire qu'on a atteint l'objectif. Souvent, on peut avoir travaillé, pas forcément dans le domaine qui nous passionnait. On avait pris un travail, comme on dit, pour joindre les deux bouts, pour aider le papa à la maison. Peut-être qu'on a pris un travail pour pouvoir s'en sortir, pour éduquer son enfant sur une maman solo. Et dans ces conditions-là, en général, à 40 ans, on s'arrête et on a envie de faire vraiment ce qui nous passionne. Donc, certaines vont repartir à l'école. Pour celles qui n'ont pas la capacité de le faire, en général, elles vont repartir vers un métier pour lequel elles ont un talent. Ça peut être, elles vont faire la pisciculture pour ces femmes qui savent faire dans le domaine de l'artisanat. D'autres vont vouloir faire des macramés, travailler de leurs mains. D'autres vont se dire, elles vont exceller dans la couture. D'autres vont décider de repartir, découvrir des aspects culinaires. Pourquoi pas? Donc, on a différentes façons de voir les 40 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une interrogation. Pour celles qui sont allées à l'école et qui ont poussé un peu loin, j'ai fait cette éducation en gestion des projets quand j'ai eu 40 ans. Donc, j'ai eu envie de rentrer à l'école pour faire quelque chose qui me passionnait. Donc, j'ai fait une éducation en gestion de projet en tirant un peu par tous les bouts de programme de planning. Très tôt le matin, il faut se lever, il faut apprêter les enfants, il faut se rassurer qu'on reste soumis à son mari, parce que c'est très important. Merci Papa Christophe pour le partage, ça me rappelle des souvenirs. Et effectivement, il faut beaucoup dialoguer. C'était un peu chaud, mais sinon on y est arrivé. Il faut vraiment se sentir supporté, parce que j'ai apprécié ce qu'il a dit. Il y a un partage, il faut se sentir soutenu. Et je dois avouer qu'à 40 ans, on est certes épanoui, on veut s'épanouir. Souvent, on veut s'affranchir, mais on se rend compte qu'on a besoin d'avoir des amis, quelqu'un sur qui on peut compter. Être soutenu, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être son époux, ça peut même être ses enfants. Moi, je connais une maman qui a fini son BTS, elle avait plus de 65 ans, et ce sont ses enfants qui l'ont soutenu. Et donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime et qu'on est passionné. Donc, dans mon cas particulier, j'ai fait cette certification de gestion des projets parce que je voulais me dire, le moment est venu de faire ce que j'aime. Et j'aime ça. Mais j'exerce, je continue à travailler en tant que chef comptable. Mais dans notre société, les femmes carriéristes sont souvent taxées de mauvaises. On se dit qu'elles ne vont pas trouver le mariage, on se dit qu'elles n'en ont que pour elles-mêmes. Une femme carriériste, en général, n'est pas bien vue dans notre société. Alors, comment faire la balance entre son envie de réaliser ce qu'on aime et son épanouissement personnel dans une société où il y a beaucoup de clichés, où il y a beaucoup de standards qui sont établis? Comment est-ce qu'on gère ça? C'est une très bonne question. Je pense que lorsqu'on arrive à ce stade-là, il faut qu'on se dise que tout excès nuit. Tout ce qui est à l'excès déséquilibre. Il faut trouver un bon équilibre. On ne peut pas vouloir être maman et faire fi du fait qu'on ait des enfants parce qu'on a au travail. On doit pouvoir jubiler tout ce qu'on veut faire. Ou à défaut, forcément, quelque chose va empiéter le pas sur l'autre. Si on est dans un foyer, il faut vraiment que ce choix de carrière-là soit fait en collaboration et en communion avec le partenaire. Sinon, véritablement, ce n'est pas un choix du couple. Ça devient un choix individuel. Et dans ce cas d'espèce, on va dire que c'est un mariage un peu entre guillemets. Le mariage, c'est un partage d'idées. C'est que l'un porte l'autre pour qu'ensemble on devienne fort. Je pense que Gisèle a dit que c'était 50-50. Donc il faut que lorsque la femme est au travail, c'est que son mari est d'accord. Et que lorsque aussi le mari rentre tard, que la femme sache aussi qu'elle doit faire sa part. Ce n'est pas un concours d'égalité. Ce n'est pas du tout ça. C'est une entente dans un couple, entre des conjoints, de se dire j'ai besoin que tu t'épanouisses parce que quand tu vas au travail, quand tu reviens, moi je suis heureux de te voir épanoui. Et la femme de se dire aussi, lorsque toi tu te réalises dans ce que tu veux, tu es parti peut-être loin, tu es en train de faire quelque chose qui t'épanouit, alors oui, je suis heureuse de te voir épanoui. Parce qu'il n'y a rien de plus destructeur dans un foyer qu'un partenaire qui ne s'épanouit pas, surtout au niveau professionnel, ça crée beaucoup de frustration. C'est un clin d'œil ici, peut-être pour les femmes qui travaillent,
et dont le mari ne travaille pas. Ou l'inverse. Des femmes qui ont sur soi leur envie de travailler et le mari qui travaille, au moment donné, elles veulent travailler, ça ne se fait pas. Mais- Donc c'est une situation difficile à gérer. Mais est-ce que si franchement, j'ai pas envie de me marier, tout ce qui m'intéresse, c'est la carrière. Est-ce que, parce que moi, je vois que ce genre de femmes, justement, sont rejetées. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas la fibre maternelle, je suis douée dans les business et j'aime ça. Les standards de la société, on en revient. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il existe des critères sociaux d'évaluation pour une femme de 40 ans, pour un homme de 40 ans, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant? Est-ce que qui dans est la épanouie? société, une femme qui a réussi professionnellement et qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est une réussite pour la société actuelle? Non, les gens souvent s'en méfient Ouais. parce que les femmes carriéristes qui n'ont pas de mari, rarement n'ont pas d'enfants. On les soupçonne d'être cheesas. C'est des maîtresses attitrées généralement. Donc du coup, c'est les bêtes noires des femmes. Du coup, on se dit, une femme ne peut pas vivre sans homme. Tu as beau être ministre, je ne sais pas de quoi, tu as besoin, tu es pas sœur. Mais tu peux aller dans un couvent. Est-ce que c'est pas un stéréotype? Est-ce que franchement, ma fille maternelle peut venir à 5 ans. C'est minime. On prend en majorité les femmes carriéristes qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants, qui n'ont pas des enfants. C'est des grandes maîtresses reconnues et réputées. Je ne laisse personne. Généralement dans la société. Du coup, c'est mal vu. Mais non, quelqu'un peut décider que lui ne veut pas se marier. Il veut seulement faire la carrière. Peut-être c'est une vocation. C'est rare, c'est vrai. c'est ça. Mais bon, on aimerait bien que vous nous présentez quelqu'un comme ça. Non, il y a des gens comme ça, même C'est si à rare. 50, même si à... Surtout c'est en vrai. Afrique, c'est bien rare. Je suis d'accord sur le côté rare, mais je pense que c'est un stéréotype qu'on donne qui n'est pas bien. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont tellement calés boulot qu'ils ne pensent pas. Il y a même des femmes qui ne sont pas des. Il y a même des gens qui ne sont pas des bonnes femmes. Il faut parce qu'on a Bonne parlé. mère, bonne femme. Bonne femme, Bonne épouse. bonne épouse. On a parlé tout à l'heure de se connaître. Qui suis-je? Je peux être une très bonne femme de business, une très bonne chef d'entreprise, je ne suis pas une bonne épouse. Et je suis consciente de ça. Qu'honnêtement, je ne suis pas une bonne épouse. Je ne peux pas apporter à mon mari ce qu'il faut. Et au lieu de créer un mari qui n'est pas épanoui, je préfère ne pas le faire. Et je pense, pour revenir aux blessures intérieures, en général, ce sont des âmes blessées. Souvent qui ont construit leur carrière sur un peu comme une carapace et qui, avec le temps, ne peuvent pas en sortir et ne voient dans le travail que la seule source d'épanouissement qu'ils ont. Donc, c'est une très grande solitude, malgré tout, parce que tout être humain aime être accompagné, Et c'est même une grande blessure. et c'est une très très grande blessure C'est une intérieure. blessure inconsciente aussi. Tout à fait. Donc, une femme qui a plus de 40 ans, et après 40 ans, qui se retrouve toute seule et tout, peut être très épanouie. Mais si elle a été Elle veut réussir. Si elle a été blessée, elle Parce prend que vous conscience avez de ses l'impression de blessures. jeter la pierre à une femme qui a 40 enfants. Non, du tout. Au contraire, elles sont à féliciter. Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'elles veulent réussir. Et je pense que dans toute réussite, on donne une part de nous-mêmes. Mais tout simplement, il faut rester humain. Souvent, on a l'impression qu'on peut avoir des angoisses, on peut avoir des aigreurs. Souvent, on dit qu'elles sont... on a parlé de la jalousie tout à l'heure. On appelle ce sentiment d'envie. Mais les autres, on appelle ce sentiment d'être un peu... comment on appelle ça? Quand on en a un peu après tout le monde. Parce qu'on n'a pas réussi à avoir... je pense qu'il y a des femmes qui réussissent à se sentir bien lorsqu'elles ont accepté qui elles sont. La société, malheureusement, nous sommes une société bantou. Ça fait un peu les exceptions. C'est difficile de voir une femme seule. En général, on cherche toujours quelle est la part cachée. On s'est dit qu'on pense toujours qu'il y a une part cachée À un quelque part. moment, la femme étant même seule, quand elle rentre, parfois quand elle est assise, vous la trouvez pensive, hein? Oui. C'est dit que, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe malgré tout ce que j'ai? Et parfois, elle se dit peut-être parce que j'ai tout ce confort, voilà pourquoi les gens ne veulent même pas. Alors que peut-être c'est elle-même qui ne peut pas. Hein, ce qui fait qu'à un certain moment, elle a cette blessure-là dans le cœur. Chaque moment, elle réfléchit. Pour ça,
Ça arrive. Une femme d'affaires qui est seule ne peut pas rester sans penser à un moment que pourquoi je ne suis pas mariée. Le mariage est bon. C'est sur ces mots que nous vous quittons. Le thème 40 ans, le déclic a été riche. Nous avons beaucoup appris. Le mariage, 40 ans après, le pardon, le dialogue, la soumission, les relations toxiques, comment en sortir la tête levée, la réalisation professionnelle de la femme, le leadership. Nous avons été très enrichis et nous espérons que vous aussi. Nous vous prions de nous envoyer toutes vos remarques, vos questions et vos commentaires à l'adresse qui s'affiche en bas et vous promettons de vous retrouver dans la prochaine édition en toute sincérité. Nous vous quittons sur un pas de danse avec ces charmantes dames. Le Nyama. Waouh! Le Nyama est chaud. Olive et Nathalie, nous rejoignez sur le plateau. Lucas spécial, Mandando, les beaux ailleurs, les Waman, ça se bouge. Nous tous en fala le Nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous en fala le Nyama. Personne ne yamo le game. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vorada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là.